Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'un café avec un expert. Je regarde si le live se met en route. A priori, ça devrait fonctionner. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou au fur et à mesure que vous vous connectez. Voilà. Je suis en train de voir si tout fonctionne. A priori, oui. Je vais partager, j'ai déjà partagé dans les commentaires le lien pour que vous puissiez vous connecter ce matin et venir poser des questions directement à mon invité. Donc, vous avez voilà, le lien qui apparaît. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour venir me retrouver dans le lobby et poser la question en direct. Donc, je vais le repartager à nouveau maintenant. Voilà, coller, hop, voilà. Donc, normalement, vous l'avez 2 fois parce que il m'a été dit que les dernières fois, ça fonctionnait pas bien. Donc, voilà, normalement, cette fois-ci, c'est bon, ça fonctionne. Alors, bienvenue à tous. Bonjour Yann, bonjour Sophie, bonjour Olivier, bonjour Corinne, bienvenue à tous. Ce matin, ah, c'est OK cette fois, me dit Yann. Donc, Yann va pouvoir venir nous rejoindre pour poser des questions en direct. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la publicité en ligne. C'est un aspect important de la communication digitale auquel on ne pense pas forcément souvent. C'est pas un sujet que j'ai beaucoup abordé dans mon livre Plus de mandats grâce aux réseaux sociaux, mais Antoine qui a lu le livre pourra nous en parler par rapport au livre lu et puis par rapport à son expertise. Bonjour Franck. Alors justement, je vais faire entrer mon invité. Alors voilà, je vais vous présenter Antoine Bloch de neti.fr. Bonjour Antoine. Bonjour Céline, bonjour à tous. Voilà, donc effectivement, je suis Antoine Bloch, je suis responsable web marketing chez Neti depuis un peu plus de 2 ans et ma spécialité, c'est la publicité en ligne. Donc ce matin, on est là pour parler de ça. Par rapport à ce que vous proposez chez Neti, c'est un service que vous proposez, vous, la publicité en ligne? Oui, c'est l'une des 2 prestations justement qui composent notre pôle web marketing. C'est quelque chose qu'on propose depuis maintenant un peu plus de 5 ans, mais depuis 2 ans, on le propose, disons, plus activement. Après, on répondait vraiment à un besoin uniquement de nos clients, sans aucune prospection. Et là, on essaie de développer un petit peu la chose parce que simplement, les techniques, je dirais, se sont améliorées, les pratiques aussi, et c'est de plus en plus quelque chose qui devient pas forcément un besoin dans le sens où c'est jamais indispensable de faire de la publicité, mais quelque chose qui est extrêmement rentable à partir du moment, en tout cas, où c'est bien fait, où ça vient au bon moment. Comme tout. C'est une question de savoir et de s'éduquer. Alors, alors, déjà, excusez-moi si je tousse, si j'éternue, j'étais malade tout le week-end, donc voilà, c'est pas la grande forme ce matin, on va faire au mieux. Quand tu parles de publicité en ligne, est-ce que tu peux nous dire ce à quoi ça correspond? Voilà, pour qu'on soit clair dès le départ, qu'est-ce que c'est que de la publicité en ligne? Alors, la publicité en ligne, de manière générale, c'est assez vaste. Ça va être en fait toutes les méthodes d'acquisition dites payantes pour obtenir soit du trafic vers le site, ou alors simplement de visibilité en ligne, pardon. Et bien souvent, en fait, ce sont les deux, c'est-à-dire qu'on va avoir d'une part de la visibilité, ça va être comptabilisé sous forme de vues ou d'impression, et également des visites sur le site lorsque justement l'annonce a été assez efficace et qu'elle est cliquée par l'internaute, ce qui l'amène bien souvent sur le site. Et alors sur le site, dans le cadre de l'immobilier, ça va être soit une page de liste de biens, une page de biens, ça peut aussi être une page de service justement pour une page d'estimation par exemple, ou dédiée à la proposition de gestion locative. Alors finalement, ça va englober énormément de choses, donc de l'achat de mots-clés, des bannières publicitaires. On pourra revenir dessus plus en détail parce que j'imagine que c'est pas forcément un concept qui est très très maîtrisé. Mais on a aussi
de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que chacun des posts sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter également peut être boosté sous forme de publicité en ligne. On a également de la publicité sur YouTube à travers donc Google Ads, qui est la régie publicitaire de Google. Il faut savoir que YouTube appartient à Google et donc on va pouvoir pousser chacune des vidéos avec. Ah, nous avons perdu Antoine. Alors, allez, voilà. Te revoilà. Oui, j'ai une petite déconnexion. Oui, donc je disais qu'il y avait donc tout un. Google Ads, tu veux me parler. Exactement, j'en été aux bannières, hein, c'est là, je pense, où j'ai été. Donc effectivement, on a ces bannières, on a aussi tout ce qui est vidéo, on a tout ce qui est post sur les réseaux sociaux, et on va pouvoir donc chacun de. L'idée, hein, c'est de créer un contenu pour un canal et d'y allouer un budget pour le diffuser auprès d'une cible. Voilà un petit peu. Et l'objectif, c'est que cette cible, on arrive à un objectif qui va être traditionnellement soit de la notoriété, parce que c'est extrêmement important, soit de l'acquisition de trafic, c'est-à-dire amener l'internaute pour qu'il passe à l'action sur le site. Et bien souvent, c'est un mix des deux. Donc, il est important lorsqu'on veut faire de la publicité en ligne, en amont, de bien réfléchir à l'objectif que l'on veut obtenir. C'est-à-dire, parce que souvent, tout simplement dans les boosts pardon, des réseaux sociaux, que lorsque j'en parle moi à mes clients, souvent c'est au petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'ils se disent tiens, celle-ci c'est une jolie publicité, je vais la booster, mais pas trop savoir forcément vers qui, comment et pourquoi. Donc là, c'est vrai que la publicité en ligne, je suppose que pour qu'elle soit efficace, il faut déjà y mettre un certain budget. Donc, il est intéressant en amont d'avoir vraiment une stratégie claire sur ce qu'on souhaite obtenir, soit plus de trafic sur le site Internet, soit les amener vers une page précise du site pour avoir de l'estimation, par exemple. On part vraiment sur quelque chose de construit. C'est-à-dire qu'on sait à qui on va s'adresser pour les amener avec un appel à l'action clair pour les amener à un objectif précis. On est clair là-dessus, hein? Absolument. Il y a toute une partie en fait de l'action publicitaire va être stratégique. Il va falloir en amont vraiment déterminer tout un tas d'éléments. Quel est le cœur de cible? Donc encore une fois, si on est dans la transaction, on va avoir d'un côté les acquéreurs, d'un côté les vendeurs. Donc forcément, c'est deux cibles radicalement différentes avec des arguments que j'allais dire que tout oppose, non pas forcément, mais qui seront en tout cas pas les mêmes, ça c'est une certitude. À partir en fait, ça commence souvent comme ça, c'est-à-dire quel est finalement notre objectif nous en tant que professionnels. Donc si c'est justement obtenir des mandats, il va falloir déterminer ensuite une cible. Quelle est cette cible? Alors évidemment, c'est les propriétaires, quel âge ils ont en moyenne. On peut se poser la question aussi, quel est le décideur homme-femme? Parce que justement, l'avantage du ciblage publicitaire, c'est qu'on va pouvoir être très précis dans la catégorisation de notre audience. Donc, effectivement, le côté stratégique est absolument essentiel et je dirais même, il faut qu'ils viennent même en amont de ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini tout ça, il va falloir être sûr qu'on va atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et pour ça, il va falloir passer par tout un tas d'étapes préalables qui vont être justement une bonne e-réputation, parce que si on fait de la publicité, maintenant, les gens ils vont enquêter par la suite pour voir si la société qu'ils ont découverte est vraiment, on va dire, digne de confiance, et si ce qui est dit dans la publicité est vérifié par les avis clients, mais aussi un réflexe qui est pris, je dirais, dans sans doute plus de la moitié des cas, c'est d'aller aussi voir sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des likes, est-ce qu'il y a de l'interaction, est-ce que les posts sont de qualité, et donc ça va être finalement des préalables à mettre en œuvre pour justement que la publicité fonctionne, et donc c'est une stratégie qui doit même être pensée globalement, même bien en amont de la publicité. Il y a des choses qui doivent être mises en place en amont, et la publicité, c'est finalement une petite partie qui vient à la fin, je dirais, pour aller chercher des objectifs qui auront été déterminés, mais voilà, ça peut pas être pensé tout seul. C'est vraiment, je dirais, une cerise sur le gâteau, mais qui doit être bien pensé et mûrement réfléchi. Il faut déjà avoir un historique d'entreprise pour pouvoir aller chercher de la publicité derrière pour augmenter le trafic sur un site qui existe déjà, pour augmenter une notoriété par rapport à des réseaux qui existent déjà, etc. Alors, concrètement parlant,
quels sont les différents formats de publicité qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut aller sur les réseaux sociaux booster une publication, on peut aller se créer des bannières et puis les placer au bon endroit en achetant des espaces publicitaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes formules avec, je dirais, leur plus et leur moins, enfin, par rapport à des objectifs, si c'est possible, je ne Oui, sais bien pas. sûr. Alors, moi, je vais prendre pour exemple ce qu'on propose nous justement chez Neti par rapport à la publicité en ligne. Alors, je dirais déjà, pour bien comprendre l'intérêt de la publicité en ligne, euh, d'un point de vue achat de mots-clés, parce que c'est, je dirais, la plus grande part en fait du chiffre d'affaires de la publicité en ligne à l'heure actuelle, c'est encore ça. Il faut déjà prendre en compte justement la partie référencement naturel, qui a pour objectif de gagner en position, d'avoir de la visibilité sur les moteurs de recherche. Ça, c'est hyper pertinent parce qu'on va être justement trouver le moment où l'internaute fait une requête. Par exemple, si on est sur une ville, nous on était à Nantes et on a fait le test en tapant tout simplement estimation immobilière Nantes. Donc on a des résultats de recherche. Les gens qui tapent ça, c'est sans doute des mandants qui veulent vendre un bien. Et on se rend compte qu'en fait, au-dessus des résultats de recherche, on a 4 résultats commerciaux de l'achat de mots-clés. Donc ça va être l'une des 2 prestations qu'on va proposer justement dans le cadre de publicité en ligne. Et ensuite, on a une deuxième prestation en fait qui complète la suivante avec du reciblage. C'est la création de différentes bannières. Et l'objectif, c'est de se dire, imaginons cet internaute qui va avoir acheté, qui va avoir cliqué sur cette requête-là, ça va avoir coûté un certain budget, peut-être 50 centimes, 1 euro, ça va dépendre de la compétition sur la zone ciblée. Et du mot-clé. Et imaginons, après qu'il clique dessus, on va le recibler avec ces petites bannières. Donc, l'idée, c'est de créer différentes créations pour justement pénétrer la mémoire à long terme de l'internaute avec des bénéfices clients. Et nous, par exemple, ce qu'on met en œuvre pour un peu vous permettre de voir justement quel type de stratégie publicitaire on peut mettre en œuvre pour rentrer du mandat, pour aller justement aussi dans la continuité de ton livre. Nous, habituellement, quand on nous présente cet objectif de rentrer du mandat, on va créer en fait 3 types de bannières différentes, 3 segments. Chacune sera doublée. Je vous expliquerai après pourquoi on double chacune de ces bannières. L'idée, c'est d'en envoyer une vers la page d'accueil qui va être un petit peu de branding. Donc, le but, c'est que la personne comprenne la société, retienne son slogan, voit, alors dans le cadre d'une agence immobilière de quartier, ça va pouvoir être sa façade, mais dans le cadre de mandataires, parce qu'on fait aussi la publicité en ligne, en fait, pour des mandataires immobiliers, ça va être bien souvent une photo d'eux. Et ça, c'est hyper efficace parce qu'un visage, finalement, sur une bannière, ça capte l'attention et ça génère confiance, sympathie. Ça permet un peu à l'américaine comment dire, j'allais dire, de starifier le mandataire et ce qui peut par la suite mettre un peu d'huile dans les processus commerciaux. Donc on en crée 6, une justement qui va un peu présenter, je dirais, la page d'accueil ou la présentation générale, 2 qui vont être, l'idée c'est de les dupliquer pour ne pas trop lasser et pouvoir a posteriori voir laquelle des 2 a le mieux fonctionné. On va en faire 2 tout simplement sur la proposition de valeur. Donc pour rentrer du mandat, ça pourrait être un bien IMO à vendre, point d'interrogation. Ensuite, il y aurait le logo et une petite accroche qui pourrait être par exemple bénéficier d'une évaluation offerte ou découvrir les avantages réservés au mandat exclusif, etc. Donc l'idée, après, ça va dépendre de chacun. Et ça, encore une fois, on va le doubler. Donc l'idée, c'est que pour rentrer du mandat, on va aussi en avoir 2 avec 2 accroches différentes ou 2 images différentes. Et a posteriori, on va pouvoir voir laquelle des 2 est la plus performante, retirer l'une des 2, en ajouter une autre, ce qu'on appelle l'itération, pour que tous les mois, on ait de meilleurs résultats avec le même budget. Et le troisième type de bannière, et ça, c'est peut-être un petit peu contre-intuitif, c'est qu'on va mettre, pour rentrer du mandat, des bannières qui reprennent des biens. Alors, c'est toujours les mêmes 4 éléments. Donc, on a une photo, ça peut être la plus belle photo du bien. Un titre, ça pourrait être maison à vendre, si on reprend cet exemple de Nantes, maison à vendre Nantes avec un prix. Enfin, le logo de l'agence ou pourquoi pas le visage de la personne qui le commercialise. Et enfin, une petite accroche. Et là, sur l'accroche, on va mettre quelque chose du type découvrez ce bien est présenté en exclusivité. Ah, les fameux sauts de connexion de Antoine. Donc Antoine Bloch qui était là ce matin pour nous parler de publicité en ligne et de bannières. Il est en train de nous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, donc apparemment il est en train de revenir. Voilà. Manipulation. Tu es bien le premier invité qui s'emballe comme ça d'un seul coup. Désolé, c'était un misclick, comme on dit, un clic involontaire. Je suis vraiment confus.
Donc voilà, donc tu nous parlais des 3 bannières que l'on fait ça, Voilà. des 3 Oui, donc bannières, effectivement, des 6 bannières. une bannière principale, si on veut, enfin deux bannières principales, deux bannières pour la prestation elle-même, hein, et ça pourrait être le cas aussi pour de la gestion locative ou n'importe quel type de prestation. Et enfin, une bannière type de bien pour montrer à l'internaute bah, que en passant par cette société spécifiquement et en confiant le bien en exclusivité, et là ça va être très visuel, hein, et ben on, on se retrouve avec un bien qui va pas être uniquement vu sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux d'une part, mais surtout les sites immobiliers, et en fait, il va être vu partout, vu que en fait, on va configurer ce ciblage. On va pas uniquement configurer du ciblage, mais aussi du reciblage et faire en sorte que tous les internautes qui soient passés par le site voient ces 6 bannières de manière successive sur tous les sites sur lesquels ils vont. Donc, si l'internaute, c'est un lecteur, par exemple, du Monde et du Figaro, mais aussi amateur de Allociné, bah, il va voir ces petites bannières sur justement tous ces sites-là. Et ce qui est génial, c'est que si l'internaute ne clique pas dessus, bah, c'est pas payé, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas vu la proposition de valeur, le logo, les couleurs, etc. Et s'il clique dessus, bah, il se retrouve en l'occurrence soit sur la page d'accueil dans le premier cas, soit sur la page estimation dans le second cas, ou encore directement sur la fiche de bien dans le troisième cas. Et j'irais vraiment l'intérêt de ces bannières, c'est qu'on est sur des coûts extrêmement faibles au clic, et en plus, il y a les impressions qui sont gratuites. Donc ça demande de quand même bien connaître son internaute parce que il faut que tu choisisses. Ça se passe comment en fait tes bannières quand tu décides de les mettre sur tel ou tel site? Tu achètes du mot-clé derrière. Enfin, tu achètes. C'est ça, hein, on est d'accord. Alors, il y a énormément, c'est ça qui rend Pratico-pratique, ça se passe comment pour que tu me dis ton client qui lit Le Monde va se retrouver avec ta bannière sur le site du Monde. Ça se passe comment? Alors, voilà, en fait, je dirais, une fois qu'on a créé, tout démarre par déjà la création des bannières. Une fois qu'on a créé ces différentes bannières, on va se poser la question de où est-ce qu'elles seront vues et comment est-ce qu'on les diffuse. Et là, ça va encore une fois se diviser en deux parties. On a toute la partie d'un côté retargeting, donc c'est dire tous les internautes qui sont passés par mon site ou un segment de mon site. Imaginons même, vous êtes sur un gros site où il y a une dizaine de mandataires qui sont présentés, on pourrait dire par exemple tous les internautes qui sont passés sur la page de ce mandataire précis et par ce type de bannière précise, qui pourrait être dans mes 6, que c'est 2 bannières, par exemple. En tout cas, on a déjà toute la partie retargeting sur tout le site ou un segment du site, un nombre de pages quelconque. Ensuite, on a le ciblage simple. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, peu importe que l'internaute ait déjà passé par le site ou pas, on va pouvoir faire en sorte qu'il voit la bannière. Et là, on a tout un tas de ciblages. Alors, déjà, le premier point, c'est géographique. Dans l'immobilier, on est bien souvent quand même sur des campagnes qui sont géolocalisées. On peut aller Ouais. sur la taille d'un quartier, par exemple. On va prendre un exemple concret. Imaginons qu'on est dans une situation, on se dit, tiens, je veux faire du flyer sur ce quartier-là pour faire rentrer du monde. Ça, c'est quelque chose, je pense que énormément de professionnels de la transaction font régulièrement. On pourrait se dire comme alternative, voilà, ce quartier-là, plutôt que de faire du flyer, on va le cibler avec du display. Nous, par exemple, on est basé à Strasbourg, Niti, on a un quartier qui s'appelle la Petite France, sur lequel il doit y avoir peut-être allez, 15 000 personnes. C'est un quartier de l'ultra-centre, assez chic, sur lequel les biens sont très recherchés. On pourrait très bien dire, on va cibler, on peut cibler à hauteur d'un quartier, mais on peut même aller plus précisément. Le ciblage le plus précis géographique qu'on peut faire, c'est une coordonnée GPS sur la carte avec un rayon de 1 km autour. Une fois, on va dire, donc, on a nos créations publicitaires, on a notre zone de chalandise qui va être ciblée par nos bannières. Ensuite, on va pouvoir adjoindre encore des autres ciblages supplémentaires, des autres restrictions. On va pouvoir dire, moi, dans ce cadre-là, je vais cibler que les internautes d'un certain type de site, c'est-à-dire tous les gens qui sont à la Petite France ou dans peu importe quel quartier, code postal, etc., et qui sont sur le site Logikimo, par exemple, alors eux, ils vont voir mes bannières. D'ailleurs, si vous n'avez pas de bloqueur de pub, vous pouvez aller voir sur Logikimo, il y a des emplacements publicitaires, sur Le Monde aussi. Et justement, si vous êtes déjà passé par le site neti.fr, il y a de fortes chances que vous fassiez recibler par nos bannières sur ces sites-là, parce qu'on met justement des enchères qui sont importantes. Dans ce contexte du retargeting, parce qu'on part du principe que si quelqu'un est déjà arrivé sur notre site et qui repasse ensuite sur un site immobilier, alors on a encore une fois augmenté l'enchère. On peut aller très très loin sur le ciblage. Donc ça va être le site, mais on peut aussi faire différemment. On va pouvoir, Google définit ce qu'il appelle des audiences sur le marché. Et on peut même définir auprès de Google que quelqu'un qui a un projet de déménagement et qui est sur une zone de chalandise, par exemple, précise, encore une fois avec la précision qu'on a donnée, alors voit la bannière. Le problème, on pourrait après encore une fois restreindre et dire qu'il y a que les personnes
qui remplissent, donc on va dire par exemple, c'est le critère géographique, qui remplissent le critère d'être sur un site immobilier, par exemple, et on va pouvoir encore restreindre, on va dire par exemple qu'il n'y a que les gens qui ont plus de 35 ans, parce que c'est vrai que dans le cadre de confier un mandat à une agence, je pense que quelqu'un qui a moins de 30 ans ou 35 ans, il va rarement avoir un bien à vendre déjà, même si ça peut arriver. Mais on va pouvoir dire, bah tiens, on va exclure tout cela pour concentrer le budget publicitaire justement sur vraiment le cœur de la cible, celui qui a le plus de chances de passer à l'action. Donc on va pouvoir aller d'une manière extrêmement restreinte vers vraiment le cœur de cible. Après, la corollaire de la chose, c'est que si on est sur une partie trop restreinte, alors si on a moins de 1000 personnes dans un cible global, Google ne Ouais, nous laisse pas diffuser nos annonces. Donc il faut aller, je dirais, au plus précis, sans être non plus trop restrictif pour quand même avoir des impressions. j'ai une question. C'est d'ailleurs ce par quoi commence le post de Yann. Sur quel site est affichée l'annonce en retargeting? Peut-on imaginer que l'annonce s'affiche sur le site PAP ou autre? Peut-on cibler les sites en question? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut choisir là où on veut que le retargeting se fasse? Alors oui, Yann, absolument. En fait, on va parfaitement contrôler ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un double critère et dire si l'internaute est déjà passé par notre site et qu'ensuite il passe par ce site précisément et uniquement ce site précisément, exemple PAP, parce que PAP est un site sur lequel il y a des emplacements dédiés aux bannières. Moi, je me rends compte sur les rapports qu'on envoie à nos clients qui ont cette prestation. En fait, dans nos rapports, il y a la liste des sites en question et PAP apparaît régulièrement. Et donc, justement, on peut très bien dire, bah, l'internaute, par exemple, est passé par votre site, ensuite il est sur tel et tel site, et ben alors on va allouer une enchère et dire bah, si un internaute rencontre ces deux critères-là, je suis prêt à payer jusqu'à temps et temps. S'il clique dessus, et là, c'est Google qui va décider est-ce que c'est vous, est-ce que c'est un autre annonceur qui, du coup, a l'emplacement. Mais effectivement, on peut tout à fait faire ça et on peut aussi faire en sorte que ce soit pas du retargeting, donc de dire bah, finalement, moi, les gens qui sont sur PAP, ils m'intéressent parce que je pense que je peux les convaincre de finalement passer par moi. Et ben, je peux dire toutes les personnes qui sont sur PAP et qui sont sur telle et telle ville, alors s'ils remplissent ces deux critères et qui ont encore une fois plus de 35 ans, comme ça, on va plutôt vers quand même des gens qui ont déjà un bien à vendre peut-être en parallèle de leur projet d'achat. Et ben, alors eux voient la bannière. Et encore une fois, si c'est une bannière, bah, dans le cadre de la prise de mandat, avec votre photo, une proposition de valeur qui explique, enfin, sous forme de titre, bah, pourquoi justement c'est pertinent de ne pas rester sous le format PAP. Et ça, ça peut être sympa. C'est un contre-pied qui peut être pris. Et il faut essayer aussi, ça c'est le cas de la publicité, c'est quelque chose qui est important pour que ça fonctionne. Il faut essayer d'un petit peu surprendre, être différent, jouer les contrastes, jouer une accroche qui est un petit peu forte. Voilà, bon, je digresse, mais effectivement, hein, pour le ciblage, on peut être extrêmement précis, aller voir sur des sites. Et il y a un autre truc hyper intéressant aussi, et là, ça peut porter à confusion, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser le ciblage par mots-clés pour diffuser des bannières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir dire, si un historique a dans son historique de recherche Google un certain nombre de mots-clés, donc je vais reprendre l'exemple de Nantes, de la prise de mandat, prenons le mot-clé estimation immobilière à Nantes, vendre ma maison à Nantes, vendre mon appartement à Nantes. Et ben si tout ça c'est dans l'historique de recherche Google de l'internaute, et ben on peut dire à Google, voilà, il a ces mots-clés-là dans son historique de recherche, il est situé dans telle et telle zone de chalandise, alors présente-lui mon jeu de bannières. Et encore une fois, on peut aller dans mon jeu de bannières lui présenter qu'une petite partie. Par exemple, on peut aussi avoir des bannières de gestion locative pour rentrer du mandat de gestion et dire bah celle-là, ceux qui ont ces mots-clés-là, estimation immobilière et vendre ma maison, je veux pas qu'on lui propose mes bannières de gestion. Mais finalement, moi, mon avis, c'est que autant lui proposer, parce que bah, si la personne il a pas ce projet de gestion, il va pas cliquer sur la bannière, mais au moins il saura que l'agence le propose et peut-être qu'il en parlera à sa tante, à un ami qui lui justement peut avoir des besoins de gestion. Donc finalement, c'est pas payé, donc c'est tout bénéfice. C'est pas cliqué, c'est pas payé. Donc, on a des questions. Franck nous demande quelle somme sur quelle durée? Ça, c'est la question pratico-pratique. C'est Quelle très somme concret, sur quelle effectivement. durée? Alors, c'est une excellente question parce que c'est vrai que dans la publicité, hein, c'est le nerf de la guerre finalement, le budget. Il faut savoir que l'intérêt de la publicité en ligne, et ça c'est quelque chose qui, je dirais, a été révolutionnaire et qui a bien mis à mal toutes les sociétés qui ont fait fortune sur la publicité, c'est justement que maintenant le billet d'entrée est extrêmement bas. Vous pourriez, par exemple, Franck, se dire, bah voilà, je vais mettre 1 € par jour pendant 7 jours, uniquement 7 euros. Et si vous créez vous-même, par exemple, vous connectez sur Google Ads, vous créez une campagne, vous faites ça, vous allez déjà avoir des clics, des impressions. Après, alors, qui sait, même peut-être que sur ces 7 euros, vous achetez estimation immobilière plus votre ville, il y a un clic, peut-être que derrière, ça va être une vente et ce sera les 7 euros qui vous ont rapporté le plus de toute votre vie. Mais après, je dirais, c'est un pari. Là,
en faisant ça, c'est un peu comme gratter un ticket de loto, et ce ne sera pas forcément pertinent parce que justement, tout, comme on parlait avant de ce qui est important à mettre en place sous forme de stratégie, la création des éléments, etc., il va falloir pour que tout ça ce soit rentable, qu'il y ait quand même un certain investissement. Moi, je peux vous donner un ordre d'idée, c'est que nous, nos clients, en moyenne, ils dépensent un tout petit peu plus que 160 € par mois sous forme de budget alloué au clic. Donc, il va directement auprès de Google. Et pour notre prestation qui inclut à la fois l'achat de mots-clés et des bannières, on est sur un suivi à 119 €, sans engagement de durée. Donc, on peut très bien mettre en place ce genre de choses pendant, par exemple, se dire pendant 3 mois. Il faut quand même un certain temps pour avoir des retours à analyser, pouvoir corriger le tir. Voilà, moi, ce que je vais recommander, ça peut être ce budget-là. Donc, se dire, voilà, on est prêt à mettre 300 € par mois pendant 3 mois. Donc, ça fait un peu moins de 1 000 €. Il faut savoir que dans notre cadre, on a aussi des frais de mise en place qui incluent la configuration du reciblage, la création des 6 bannières, l'achat des mots-clés, enfin, tout le nécessaire pour avoir des campagnes. Le kit pour bien démarrer, c'est ça? Voilà, exactement. C'est qu'en fait, après, le en amont à nous donner sa zone de chalandise, son objectif, et a posteriori, il a son rapport mensuel où il y a les 30 termes qui ont été le plus cliqués, qui ont le plus mené au site, et également les 10 sites web sur lesquels ont été le plus vues les annonces, avec le nombre de vues, le nombre de clics, le coût par vue. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet vraiment d'avoir une vision globale de où est dépensé l'argent. Mais pour revenir sur la question concrète de Franck, donc grosso modo, on peut commencer à partir de 1 €, mais nous, ce qu'on va conseiller, c'est au moins de se dire, on part sur 3 mois pour avoir toute cette latitude d'optimisation, et on prévoit grosso modo 1 000 €, sachant que voilà, avec les frais de mise en place, ça va plutôt être 1 200 €, mais d'un autre côté, Google vous rend 120 €, et souvent, en fait, on n'atteint pas les 160 €, on se fixe ça comme limite, mais on va être à 145, 50. Donc, pour faire simple, on se dit à peu près 1 000 € sur 3 mois, et l'objectif, c'est qu'au bout de ces 3 mois, on ait atteint d'une part le régime de croisière, mais on ait aussi déjà mis en place des processus commerciaux. Alors évidemment, en termes de trésorerie, hein, on connaît dans l'immobilier, il y a une forte inertie, mais entre le moment où la personne va découvrir la pub et où l'argent va arriver justement sur le compte bancaire de l'agence. Mais l'objectif, c'est qu'à l'issue de ces 3 mois, on soit vraiment sûr qu'il va y avoir une rentabilité parce qu'il y a des processus bien avancés, peut-être des dates de signature qui sont annoncées, et de se dire, OK, j'ai mis 1 000 € là, j'ai fait peut-être... Ah, Antoine. Alors, on a perdu Antoine de nouveau. Voilà, donc je pense qu'il est en train de se reconnecter. Ce qui était intéressant de dire justement, c'est que c'est un investissement quand même sur au moins 3 mois, mais je pense que comme les réseaux sociaux, c'est sans doute un investissement sur le long terme qui demande à être présent pour le faire un certain temps pour qu'il y ait un retour sur l'investissement. C'est vrai que la communication digitale, hein, comme sur les réseaux sociaux, c'est important d'être présent sur le long terme pour que ça fasse son effet. Alors, j'ai perdu mon invité, ce qui est embêtant. Je vois que vous posez vos questions. J'espère que Antoine va revenir, sinon on va être obligé de s'arrêter là. C'était pourtant fort intéressant, son approche. Je ne sais pas si ça va vous a été utile. Alors, Yann qui posait une dernière question technique. Est-ce que tous les sites Internet permettent que l'on affiche des annonces en retargeting? Ça, je pense que c'est très certainement possible. Alors, revoilà Antoine. Une petite seconde. Excusez-moi. Ah, voilà. Le revoici, le revoilà. T'es vraiment un joueur ce matin avec moi. Sans griller, gars. Je suis vraiment confus, hein. Je vous assure que ce n'est pas volontaire. Bien au contraire. On a donc une autre question. Est-ce que tous les sites Internet permettent que l'on affiche des annonces en retargeting? Ou est-ce qu'il y en a qui le refusent? Alors, non, en fait, tous les sites ne le permettent pas. Il y a certains sites qui le permettaient,
je pense notamment à Se Loger, où bah, justement pendant un bon moment, nous, on ciblait chez Neti principalement ce site-là, parce que c'est un site qui est un peu plus coûteux que les autres traditionnellement, et sur le display, on avait des résultats exceptionnels. Ils se sont rendus compte de la manœuvre, donc par exemple, eux, ils se sont retirés et ils ont développé leur propre régie. Il y a aussi d'autres sites sur lesquels c'est pas possible. Ensuite, je dirais qu'il y a ce qu'il faut savoir sur le retargeting, c'est que les sociétés qui proposent ça, il y a différentes sociétés qui proposent ça. Donc, en l'occurrence, si par exemple vous voulez faire du retargeting sur LinkedIn, il va falloir passer par la régie publicitaire de LinkedIn. Si vous voulez faire du retargeting sur Facebook, c'est-à-dire les internautes qui sont passés par votre site web et ensuite qui arrivent sur Facebook, s'il faut retargeter sur ce site web précis-là, il faudra passer par la régie publicitaire, encore une fois, de Facebook et installer le pixel Facebook. Il y a d'autres sites où c'est des autres régies. Je pense par exemple à une régie qui s'appelle Ligatus, par exemple, ou alors Taboola, c'est plutôt des choses d'experts, où là, qui vont s'adresser à des gens qui ont des plus gros budgets et eux qui seront accessibles que par cela. Mais cependant, je dirais, pour une TPE-PME, c'est pas forcément problématique parce que le réseau display de Google, celui qui est le plus accessible finalement, lui est énorme. C'est-à-dire, on va avoir justement PAP, on va avoir Logikimo, on va avoir Le Bon Coin, on va avoir Le Figaro, on va avoir Le Monde. En France, on a, je dirais, des plus grands acteurs qui sont concernés. Et si on cumule avec ça, ne serait-ce que Facebook, qui est extrêmement utilisé en France et qui a plein d'autres avantages parce que au sein de Facebook, il y a la possibilité de vendre la réputation, on peut mettre aussi des vidéos à travers le retargeting sur Facebook. Donc, je dirais qu'en cumulant le retargeting Facebook d'un côté et le display classique de Google de l'autre, on va avoir accès à un éventail d'emplacements qui va être largement suffisant pour 95% des budgets des TPE-PME. Je dirais, si après, effectivement, il y a besoin d'avoir encore plus de business, encore plus de visibilité, on va pouvoir s'étendre sur des autres régies publicitaires qui seront plus coûteuses, mais ce sera plus un problème parce qu'à partir du moment où on a à saturation ces premières régies, croyez-moi que normalement, il y a un volume de cash flow, je dirais, qui est largement suffisant pour rentrer sur ces régies qui sont un peu comment dire, plus exotiques. Une autre question qui était, il n'est donc pas forcément nécessaire que la personne soit passée sur notre site. C'est-à-dire qu'on peut aussi aller chercher des personnes qui ne nous connaissent pas par ce biais-là. Absolument, absolument, et c'est extrêmement efficace, tout simplement parce que on va être en fait sur un système d'enchères, et étant donné que c'est quelque chose finalement qui est encore assez peu utilisé de par les TPE, PME, contrairement à l'achat de mots-clés. Donc c'est un petit peu comme l'analogie que j'aime bien prendre. Si on est dans une salle des ventes, la salle des ventes, c'est tous ces emplacements publicitaires sur tous les sites, et on n'est pas tout seul parce qu'il y a forcément pas mal de sociétés. Hein, c'est ce que je disais à notre conférence de jeudi. La semaine dernière, j'ai vu le dernier Happy Meal qui mettait en place une bannière. J'ai vu Breguet, donc les montres Hyperlux, qui faisaient aussi des bannières. Donc il y a des autres annonceurs, mais finalement, ça reste un volume extrêmement faible par rapport à, par exemple, à l'achat de mots-clés, où là, les TPE, PME sont vraiment hyper actifs dessus, et donc forcément, c'est le système d'enchères. Il y a beaucoup de monde dans la salle, les prix s'envolent un petit peu. Sur le côté bannière, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas grand monde, et en plus de ça, la plupart des gens qui sont, c'est quand même des sociétés d'un assez haut niveau, et donc finalement, d'avoir ces pubs à côté de ces sociétés-là, c'est aussi valorisant. Pas du tout besoin d'être passé par un site, mais c'est quand même le fait d'être passé par un site, ça implique quelque chose qui est quand même particulier sur le retargeting, qui n'est pas le cas des autres ciblages, c'est la répétition. C'est-à-dire que le retargeting, c'est la répétition, et la répétition, c'est la mémoire à long terme, et la mémoire à long terme, c'est ce qui va faire vraiment la différence, c'est ce qui va vous permettre de sortir de la compétition. Nous, notre but, c'est pas finalement que les gens vous trouvent uniquement à travers les mots-clés, et c'est justement de sortir de ça. Il faut, pour reprendre cet exemple, estimation immobilière Nantes, l'objectif final, grâce au retargeting, c'est que quand la personne pense estimation immobilière Nantes, il ne tape pas sur Google, mais il tape directement le nom de la société qui aura retargeté son audience. Et voilà, c'est ça vraiment qu'il faut prendre en compte, c'est construire cette notoriété, construire cette autorité grâce justement au reciblage publicitaire. Et après, évidemment, de trouver des internautes à travers le ciblage simple, c'est très pertinent, mais c'est très pertinent notamment si par la suite ils sont retargetés. Une autre question, quel type d'appel à l'action recommandez-vous sur les bannières, justement? Alors, il y a énormément, moi ce que je vais recommander, c'est de les varier. On va pouvoir faire par exemple, pour l'exemple de bannière que je disais pour un bien, qui ne doit pas représenter la majorité des bannières. Nous, on dit que ça doit représenter au maximum un tiers. Là, ça pourrait être tout simplement
découvrir le bien, par exemple. Ce qui va être aussi possible de faire, alors dans le cadre de l'immobilier, c'est vrai que je l'ai pas encore vu, mais ce serait pourtant très pertinent, notamment dans le domaine neuf, ça va être de proposer un téléchargement, une sorte de livre blanc. Pourquoi pas, par exemple, imaginons, hein, on va prendre le cas de quelqu'un qui commercialise des programmes neufs dans le cadre de la défiscalisation. Bah, imaginons qu'il ait fait un petit contenu qui propose en 2 heures de lecture d'avoir une vision claire de la défiscalisation en 2019 et qui commence à l'écrire maintenant et qu'il le paraît au 1er janvier, mais il peut très bien retargeter les gens avec ça. Si l'internaute clique dessus, il arrive sur une page de destination, il va devoir donner juste son email et son nom pour pouvoir télécharger le petit document et après revenir vers lui. Donc en fait, il faut être créatif et il faut proposer différentes choses. Après, il y a évidemment découvrir le site. Si on fait une offre, par exemple, promotionnelle, je ne sais pas, on va prendre dans le cadre de la gestion locative, on va dire, bah tiens, 3 mois offerts pour tout mandat de gestion qui est confié, bah, ça pourrait être l'appel à l'action, bénéficier de l'offre. En tout cas, voilà, il faut varier et effectivement, plus on va offrir, plus on va donner et meilleurs seront les retours. Tu parlais tout à l'heure de YouTube. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce qu'apparemment, c'est les bannières sur YouTube, c'est quelque chose qu'on connaît peu et que peu font. Est-ce qu'il faut avoir une chaîne sur YouTube pour mettre ses bannières sur YouTube? Comment ça fonctionne? Alors effectivement, YouTube, c'est un énorme site web et il a une croissance qui est incroyable. Et c'est surtout un site au-delà, je dirais, du volume de trafic qu'il génère sur lesquels les gens restent très longtemps. Donc c'est particulièrement pertinent de cibler ce site-là. En plus, c'est un site de qualité et une pub vue sur YouTube, effectivement, c'est une pub qui est respectée habituellement. Et donc, en fait, sur YouTube, on va avoir 2 types de publicité. Vous avez sans doute remarqué effectivement qu'il y a des bannières publicitaires sur YouTube, comme tu le dis très justement, qui sont dans ce cadre-là. C'est-à-dire, si on reprend la bannière d'estimation dont on a parlé, elle pourrait être affichée sur YouTube. Ensuite, alors sur YouTube, c'est un peu particulier parce qu'on va même pouvoir cibler, par exemple, des chaînes spécifiques. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, vous êtes dans une problématique. Imaginons, vous êtes gérant d'agence, vous voulez recruter euh, des, des personnes pour renforcer votre équipe. Imaginons que vous fassiez une petite vidéo dans vos locaux qui explique les avantages à rejoindre votre réseau. Vous allez dire, bah, toutes les personnes qui regardent telle et telle chaîne YouTube, donc des chaînes qui vont s'adresser, comme la tienne, par exemple, aux professionnels de l'immobilier, bah, un annonceur pourrait cibler ta chaîne pour justement du recrutement immobilier, ce qui serait très pertinent. On peut cibler des chaînes, on peut cibler des vidéos. Pour les bannières, mais là où c'est plus intéressant sur YouTube, c'est qu'on va pouvoir aussi utiliser des vidéos qu'on a créées pour justement avec ce même ciblage. Et alors, ces vidéos-là, en fait, on a 3 types de vidéos publicitaires sur YouTube. On va aller traditionnellement, on va dire, de la plus courte à la plus longue. La plus courte, c'est ce qu'on appelle les annonces bumper. Vous avez sans doute déjà vu. C'est des petites annonces qui durent 6 secondes, qu'on ne peut pas skipper, qu'on ne peut pas passer, et qui, justement, viennent au début de la vidéo que vous souhaitiez regarder initialement. Ça, c'est ce qu'on appelle des annonces bumper. Il y en a de plus en plus. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur le sujet. Il y a un très bon article sur le blog de Google qui s'appelle le blog dédié aux personnes du marketing, Think with Google. Hein, c'est un blog que je recommande vraiment chaudement pour aller plus loin sur cette thématique de la publicité en ligne. Et donc, l'annonce bumper est extrêmement pertinente pour générer justement de la notoriété. Pourquoi? Parce que c'est un format très court, donc on ne va pas pouvoir parler du bénéfice client, mais le fait est que ce soit très court, c'est extrêmement peu coûteux, donc on peut faire du volume. Et justement, bah, marketer, on va dire un slogan, un nom de marque avec des couleurs, des éléments visuels. Encore une fois, cette annonce bumper, une fois qu'on l'a créée, le ciblage, le système est le même. Soit on fait du retargeting, soit, ou alors, et d'ailleurs, et on fait en sorte que tous les internautes qui sont passés par votre site et qui passent par YouTube voient cette annonce bumper avec la petite particularité que pour faire du retargeting sur YouTube, vous n'avez même pas besoin d'avoir un site web. Je m'explique. Si vous avez simplement une chaîne YouTube, vous pouvez retargeter les gens qui sont passés par votre chaîne sans être passés par votre site. Enfin bref, donc on a déjà ces annonces bumper de 6 secondes que l'internaute ne peut pas passer. On a des annonces qui sont appelées in-stream. Donc ça, imaginons, vous ayez fait une annonce, on va dire une vidéo de 1 minute, alors qu'il pourrait être peut-être pour présenter un bien, mais ça, à mon sens, c'est pas pertinent de l'utiliser dans ce contexte-là. Mais par exemple, imaginons, vous faites pendant même 1 minute ou 1 minute 30, vous présentez à la caméra, si vous êtes une agence immobilière, le bénéfice de votre prestation mandat exclusif. Et voilà, dans votre agence, vous expliquez ça. Et imaginons, vous ayez même une deuxième vidéo de quelqu'un qui vous l'a confié et qui a vendu très vite au prix qu'il souhaitait. Vous avez donc 2 vidéos. Bah, vous allez pouvoir dire,
ces deux vidéos-là, on va les diffuser dans un cadre publicitaire avec le système InStream. Alors, le système InStream, c'est quoi? C'est ces publicités que vous pouvez cette fois-ci passer au bout de 6 secondes, que vous connaissez sans doute. Et comment ça se passe pour l'annonceur? En fait, l'annonceur, il va payer que si la publicité est vue 30 secondes ou plus, ou du coup en entier. Donc, imaginons que vous ayez une vidéo, on va dire justement, qui fait 30 secondes et que l'internaute s'arrête au bout de la 25e seconde de cette vidéo, vous ne payez rien. Imaginons que l'internaute maintenant la regarde en entier, vous allez être débité. Et nous, à l'heure actuelle, dans ce cadre-là, on est sur des coûts qui sont extrêmement faibles. On est sur des coûts qui sont à 2 centimes la vue dans ce cadre du reciblage du coup via YouTube. Donc là, vous pourriez mettre deux vidéos et une fois sur deux, ça va être une vidéo qui va être possible de passer au bout de 6 secondes, et une fois sur deux, ce sera l'autre. Et à chaque fois que les internautes les auront vus 30 secondes ou plus, vous serez débité de quelques centimes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'in-stream. Ensuite, on a encore un troisième et un dernier format publicitaire sur YouTube, ce qu'on appelle le Discovery. Alors, vous connaissez tous sur YouTube, dans la petite partie droite, qui doit être à peu près ici, vous avez des petites suggestions de vidéos sur lesquelles vous pouvez cliquer justement pour voir d'autres vidéos connexes. D'ailleurs, c'est très bien le système de YouTube par rapport à ça, si bien qu'on peut y passer un temps fou et ça explique aussi beaucoup, je pense, la réussite de ce site, cette petite colonne. Et donc, justement, dans cette colonne, vous voyez peut-être des petites annonces, c'est-à-dire c'est présenté comme les autres suggestions, mais il y a une petite cartouche annonce, justement. Et alors, ça va être ce qu'on appelle du discovery. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait ces annonces-là, c'est justement des vidéos. Ça pourrait être de nouveau ces deux mêmes vidéos. Une même vidéo peut être diffusée en in-stream et en discovery. Et là, vous allez cliquer, vous allez payer en tant qu'annonceur uniquement si l'internaute clique sur la petite miniature, ce qui implique qu'il va voir la vidéo. Et là, forcément, c'est la première seconde, parce que si l'internaute a fait la démarche de cliquer sur la petite miniature, c'est quand même qu'il est intéressé. Mais c'est particulièrement intéressant. Vous savez que la personne pour qui vous avez payé a fait la démarche volontairement de cliquer sur votre pub et de la voir. Et ce qui n'empêche qu'encore une fois, dans la petite colonne de droite, vous avez tout le loisir sur la miniature de bien mettre en avant votre logo, votre proposition de valeur. Et ça fait une vue, une impression. Ça a la même valeur qu'un affichage chez JC Deco, par exemple, où c'est vu, mais ça peut pas être cliqué. Et finalement, c'est ça c'est aussi très important, la visibilité, être vu. Je veux dire, Coca-Cola dépense des milliards et des milliards à chaque Coupe du Monde pour mettre son logo vu des milliards de téléspectateurs. Je dirais, là, il faut pas uniquement penser acquisition de trafic. Je veux que la personne clique sur ma vidéo et qu'ensuite elle clique dans le petit lien de la description pour demander l'estimation et derrière faire une vente directement. Alors parfois ça marche, mais vraiment il faut bien penser quand on fait pub aussi toute la valeur que ça a, finalement perçu comme la figure d'autorité principale de ça. C'est important. C'est important d'avoir des publicités, enfin des vidéos qui donnent envie quand même. Il ne faut pas faire n'importe quoi comme vidéo, je suppose, quand on veut être sur YouTube et se faire repérer. Il y a quand même sans doute un petit peu de sous à investir dans une vidéo institutionnelle ou faite par un pro peut-être qui connaît bien les techniques pour être percutant. Je pense que là, il ne faut pas se rater non plus. Alors absolument, je dirais qu'effectivement, il y a différentes choses par rapport à ça. Je dirais qu'effectivement, il y a une vision des choses qui est de faire quelque chose de très qualitatif en se faisant accompagner par une agence de communication. Nous, par exemple, en Alsace, on a une agence, je sais, qui travaille très bien, c'est La vie est un film. Je vous incite à voir, par exemple, si vous êtes sur YouTube, on a une cliente justement à qui j'ai conseillé ça et qui a mis en place une vidéo qui s'appelle mayaimo.com, MAYA-imo.com. Si vous allez voir sur leur page d'accueil, vous allez voir une vidéo qui a été produite par une agence de com et que nous, par la suite, on a diffusé dans ce cadre justement de la publicité YouTube Ads. Donc, vous verrez qu'il y a aussi beaucoup de vues et ça, pour la preuve sociale, c'est vraiment pas mal. Donc, il y a cette façon de faire qui est très bien, mais c'est aussi possible de faire quelque chose, je dirais, de plus détente, de plus naturel. Par exemple, moi, je dirais que dans ton cas, Céline, par exemple, tu pourrais tout simplement te filmer avec ce cadre-là et créer un petit peu ce côté informel. C'est pas forcément la peine non plus de faire quelque chose d'hyper chiadé à partir du moment où ça va être pensé un petit peu comme du réseau social. C'est-à-dire, on va pas faire une grosse campagne de pub sur une vidéo qui va être justement informelle. On va plutôt la faire paraître pendant 3, 4, 5, 6 jours pour justement juste que le message soit entendu, que les personnes voient justement que vous êtes là, il y a le petit logo derrière, etc. Donc ça fait quand même le job. Après, il y a gagner en visibilité et se dire, OK, on fait une vraie publicité pour l'image de marque, etc. Donc il y a plein de choses
fait. Et même finalement, une vidéo de bien, ça peut aussi être sympa. Pourquoi pas, hein, s'il y a un très beau bien, une belle vidéo qui a été prise, ça peut être fait comme ça, mais même aussi, enfin, voilà. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. C'est pas forcément d'aller dans le très cher, mais ça peut être pertinent. Ça va aussi dépendre, voilà, de la ligne éditoriale, de pas mal de choses. Voilà, donc je dirais, voilà, je suis mitigé sur la réponse. Je dirais que les deux peuvent se faire. Ça va dépendre Ouais. de pas mal. De toute façon, je pense que, vu tout ce que tu nous as dit, on peut quand même varier, je dirais, en qualité et en budget aussi ce qu'on fait, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose où on doit tester la publicité en ligne. C'est rare, je suppose que c'est rare de gagner du premier coup le bon ciblage avec la bonne bannière, avec les bons mots pour atteindre ce qu'on souhaite. Je pense que c'est aussi beaucoup de ressenti, il faut essayer des choses, il faut voir ce qui fonctionne le mieux, et puis suivant les objets, enfin les personnes que l'on cible, sans doute que les choses fonctionnent plus ou moins bien. Donc ça demande quand même un investissement sur le long terme pour avoir du retour. Absolument. Et puis consacrer du temps et du budget, c'est comme les réseaux sociaux. Hein, comme tu le disais sur mon livre où je dis qu'il faut passer un petit peu de temps à s'organiser pour être performant, là aussi, ça demande d'y passer un petit peu de temps, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire. Et puis peut-être aussi, c'est une partie finalement d'une stratégie commerciale et de communication, une stratégie marketing globale. Hein. C'est un petit bout de... Ça peut être concomitant avec ce qu'on fait par ailleurs. Il ne faut pas que ça soit un peu décalé, je pense. Exactement. Alors, ce que je dirais par rapport justement à cette chronologie où là où, à mon sens, devrait intervenir la publicité en ligne, à mon sens, il y a deux moments cruciaux. On va avoir au début de l'activité, même si c'est prématuré, ça sera moins rentable, mais pour générer de la notoriété. Donc vraiment, moi, je conseillerais au début d'une activité de mettre en place un petit budget publicitaire pour générer de la notoriété. Alors, ce budget publicitaire, que ce soit sur le réseau de display, de l'achat de mots-clés, mais aussi, et je dirais surtout d'ailleurs sur les réseaux qui sont des leviers, des canaux très puissants pour la notoriété et sans doute les plus puissants à l'heure actuelle. Ensuite, ça je dirais c'est au début, ce sera pas une rentabilité de court terme parce que moi je déconseillerais de faire de l'acquisition de nouveaux prospects au début parce que sans notoriété, sans réputation, sans preuve sociale, on n'aura pas des bons résultats en matière d'acquisition de business. Par contre, justement, une fois que cette notoriété, on l'a construit avec un petit coup de budget publicitaire au début, qu'on s'est implanté sur les réseaux sociaux, et je pense notamment à l'aide de ton livre qui peut clairement aider justement dans toute cette construction de la ligne éditoriale et du fait d'être perçu vraiment comme un expert finalement. Et également qu'on a une certaine e-réputation, c'est-à-dire que la personne soit aussi un petit peu rassurée. Ça va être quoi? Pas forcément besoin d'avoir énormément d'avis, mais 3, 4, 5, 6 avis, Ouais, c'est des ouais, ouais. internautes pour se faire une idée justement sur la société. C'est une fois qu'on a de nouveau mis en place tout ça, là c'est de nouveau très intéressant et c'est là où c'est en fait le plus intéressant et ça peut être je pense une des actions les plus rentables dans la vie d'une entreprise de mettre en place justement une grosse campagne d'acquisition justement qui va quelque part permettre de capitaliser sur toutes les actions qui auront été faites précédemment, que ce soit construction de la notoriété, présentation de l'offre, segmentation de la cible qui doit venir en amont. Il ne faut pas attendre de Ouais. faire de la publicité en ligne pour segmenter sa cible, bien sûr. Et voilà, vraiment, je dirais effectivement, ça vient, à mon sens, à la fin, en termes de temporalité, avec une stratégie qui aurait été pensée tout en amont. Enfin, ça vient au début d'une manière voilà, d'une manière vraiment ponctuelle. Hein, on va se dire, bah tiens, on va faire juste une campagne pendant 3 mois, histoire de montrer qu'on est là, que les gens savent qu'on est là. Et après, une fois qu'on a finalement tout construit en amont, ça peut être assez rapide. Hein. Moi, j'ai vu des personnes qui ont monté leur agence seuls, en ligne, donc 100% digitalisé, et au bout de 2 mois, ils étaient en place pour qu'on fasse de la publicité en ligne, parce que justement, ils avaient des avis clients, ils avaient été hyper rigoureux sur leurs réseaux sociaux, ils avaient prospecté, donc il y avait quand même déjà quelques biens sympathiques sur le site, et on était parti. Après, il y en a d'autres, nous qui sont clients, par exemple, peut-être depuis 1 an, et vu qu'ils n'ont pas forcément le temps ou eu le souhait de se concentrer à fond sur leur réputation et leurs réseaux sociaux, je dirais que c'est pas encore le moment pour eux de mettre en place de la publicité en ligne. Donc,
Par contre, une fois qu'on est justement qu'on a fait tout ce parcours et qu'on est dans la phase où la pub fait de l'acquisition et génère vraiment du business, là j'aurais tendance à dire que c'est à vie, parce que si on se dit, enfin c'est à vie. Imaginons qu'on se dise, ok, je suis en place, je dépense 500 € par mois, disons, pour tout mon concept publicité en ligne, que ce soit les bannières, l'achat de mots-clés, les réseaux sociaux, YouTube, mais que en contrepartie de ça, je sais que non seulement ça solidifie ma marque, ça la construit, ça peut la rendre aussi désirable pour des gens qui souhaiteraient la rejoindre, mais surtout ça me fait faire, par exemple, dans le domaine de la transaction, disons, 2 transactions en plus. On se rend bien compte que d'un côté, il y a 100 € qui sont investis, 2 transactions en plus, donc ça reste hyper rentable. Et encore 2 transactions en plus, je dirais à la louche, parce que souvent, moi, je me rends compte que pour des petites agences, on arrive à ces chiffres-là. Mais ça peut être beaucoup, beaucoup plus. Ça va dépendre du budget, de la réputation, de la concurrence aussi sur la zone de chalandise. C'est sûr que si vous êtes face à des autres acteurs qui utilisent aussi très bien la publicité en ligne, ça va être des résultats moins exceptionnels que si on est tout seul. Si on est tout seul, c'est incroyable. Mais après, voilà, ça va dépendre de nombreux facteurs. Mais voilà, une fois que c'est en place, il faut le conserver tant qu'on a une rentabilité qui est éprouvée. Enfin, ce serait dommage de l'arrêter finalement. Ouais, ouais. C'est important, notamment, je pense, dans la prospection digitale, ce côté terrain et ce côté digital tout à fait complémentaire, et le fait de faire que lorsque les personnes ouvrent leur ordinateur et naviguent, et ben quand même continuer à voir la petite agence du coin qui est présente sur les réseaux sociaux et qui qui est présente sur les bannières et sur un site qui peut même être un site je dirais, à présence nationale, voire internationale, parce que retrouver sa petite agence locale sur le monde, je pense que là, ça donne aussi une image forte de la petite agence locale. Exactement. Et d'ailleurs, dans l'exemple que je donnais justement de cette personne qui, au bout de 2 mois où son site était en ligne, on a mis en place de la publicité payante. Il se trouve que d'ailleurs, dans ce cadre-là, la première semaine, elle a eu 2 mandats exclusifs, et je sais qu'il y a l'un des deux qui a abouti à une vente. Mais pourquoi justement ça me fait repenser à ça? Parce que justement cette personne-là avait eu l'une de ses bannières, et en plus c'était son buste, son visage qui avait été mis en avant sur la bannière, qui avait été vu sur Le Monde, et elle avait du coup fait une capture d'écran et elle avait partagé sur son Facebook pour exactement aller dans le sens. Donc c'était vraiment servi de ça pour en plus le valoriser auprès de sa cible. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais sur le fait de justement corréler cette prospection physique à la prospection digitale. Je pense que justement, encore une fois, et c'est là où, à mon sens, le retargeting et les réseaux sociaux sont extrêmement importants là-dedans, et même d'ailleurs, pourquoi pas de cumuler le retargeting sur les réseaux, mais en tout cas, c'est de là. Pourquoi? Parce que imaginons, vous avez un rendez-vous client, vous donnez votre carte, tout simplement votre carte de visite qui va comporter l'URL de votre site, si vous en avez un. Les réseaux sociaux, il faut aussi mettre en avant les réseaux sociaux justement sur la carte de visite. La personne, elle peut avoir envie, tiens, j'ai envie de plus d'infos, mais je veux pas forcément la contacter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder la carte, elle va se rendre sur les réseaux s'ils sont bien mis en avant sur la carte ou sur le site. Et si après, elle fait l'un ou l'autre et qu'on a mis en place du retargeting, je dirais, j'aurais tendance à dire, c'est pas le bon mot, mais si elle fait l'erreur de faire ça, après elle se fait recibler, elle oublie jamais votre nom de marque, elle oublie jamais vos bénéfices clients, et je dirais, de fait, vous devenez la référence à partir du moment où il y a le temps qui s'installe, le temps de cette répétition. Il y a une étude qui est parue dans les années 60 qui dit qu'à partir du moment où on voit plus de 50 fois un élément précis, que ce soit par exemple un logo, peu importe le logo, on pourrait prendre un hexagone rose par exemple, et à partir de la 51e fois, le capital sympathie que l'internaute ou la personne qui a vu ça attrait, alloue à justement cette forme, ce visuel augmente. Ça a été mesuré, on a montré des formes random, totalement au hasard à des gens, on leur a demandé de leur attribuer une note de sympathie. On s'est rendu compte que plus ils voyaient l'élément, justement, plus cette note augmentait. Et donc justement, même en plus, cette répétition, en plus finalement de montrer qu'on sait communiquer, de donner ses arguments, d'incruster le bénéfice client, le nom de la marque, il augmente le capital sympathie, le fait juste d'être vu et revu. C'est vraiment, ça fait partie d'une machine globale. C'est un outil parmi d'autres qui doit être conçu dans une globalité, et ça c'est important sur le digital, comme d'avoir une newsletter qu'on envoie de façon régulière, comme des séries d'emails, etc., etc. C'est important d'avoir toute cette image globale de la communication. Écoute, Antoine, merci beaucoup. Tu vois, super présentation, explication et en plus inspirante. Merci. Donc, Yann, merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'autres leçons aussi. Ça fait maintenant 53 minutes qu'on est ensemble. Je pense qu'on a fait le tour de la question, Antoine.
Bah oui, 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 tout à Vous fait. continuez à rajouter. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous contactez Antoine chez neti.fr. Je suppose qu'en allant sur le site, on va pouvoir retrouver tes coordonnées ou tu peux les mettre, si tu veux, dans les Ouais, commentaires ici, si tu veux que les ouais, gens puissent te contacter. absolument. Si Je vais directement. intéressé par le retargeting, par la publicité en ligne. Je pense qu'on a appris tous beaucoup, beaucoup de choses ce matin. C'est vrai que quand on s'est rencontrés la semaine dernière à Nantes, tu m'en as appris beaucoup. Donc, vous allez voir des bandeaux publicitaires sur le livre, plus de mandats grâce aux réseaux sociaux, parce que voilà, moi, je vais essayer de faire du retargeting comme ça dans les prochaines semaines, voir ce que ça donne. Je pense que c'est intéressant de tester, de voir. Hein, c'est en faisant aussi qu'on se rend compte de l'utilité des choses. Et sur le digital, l'avantage, c'est qu'on peut tester quand même beaucoup, beaucoup de choses. Je dirais le point numéro un, c'est quand même d'avoir une vraie stratégie de communication digitale en place. Ça, j'en parle dans le livre et c'est super important. Alors, bravo monsieur, très intéressant. Bonne semaine à vous tous. Céline, hein, cachée au lit, oui. Non, c'est pas prévu. Je vais à l'IUT cet après-midi à Bordeaux pour enseigner à mes jeunes gens là, donc je suis pas encore couchée. C'est pas pour tout de suite. Mais je vais me doper, c'est promis. Je suis désolée d'ailleurs hein, si j'ai été un peu à faire du bruit pendant la présentation. Antoine, merci beaucoup. Bonne semaine, bonne continuation à Netty et puis n'hésite pas à revenir nous parler bannière dans quelques temps si tu vois qu'il y a des nouveautés à partager avec nous. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. C'était aussi très, très intéressant pour moi. Et j'espère à bientôt. De toute façon, je pense on va rester en contact. Et comme je te disais, on va essayer de mettre en avant ce livre qui, à mon sens, devrait être lu par même pas que tous les gérants d'agences immobilières, tous les gens qui font du commercial tout à, dans l'immobilier, très clairement. Donc voilà. En tout cas, encore merci. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci, merci Antoine, bye bye. Au revoir. Donc voilà, c'était le café avec un expert d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je pense que nous parlerons très certainement de témoignages clients. C'est sans doute un aspect qu'on ne travaille pas assez, surtout dans la communication digitale. Donc voilà, je vais essayer de voir pour avoir un invité sur ce sujet-là. J'ai quelques pistes, donc je vais m'en occuper cette semaine pour revenir vers vous et la semaine prochaine, on parlera de ce sujet-là. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Si cette émission vous a plu, pensez à la partager avec des personnes auxquelles elle pourrait être utile. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page de profil d'expert. Voilà, bonne semaine et bonne lecture si vous voulez. Bye bye.